Bonjour à tous. Avant tout, j'aimerais exprimer mes sincères remerciements aux organisateurs et plus précisément à Augustin Daniel Desiderato pour son invitation. La violence physique subie ou exercée et la souffrance des corps concernant la culture de guerre feront l'objet du présent travail. En s'appuyant sur la photographie et focalisant sur la période de la Première Guerre mondiale, nous allons tenter de présenter nos réflexions sur un conflit qui a marqué les premières décennies du siècle précédent. Dans ce cadre, on aura l'occasion alors de réfléchir sur deux aspects. Les photographies diffusées concernant l'expérience de deux sexes, mais aussi la place des hommes et des femmes derrière l'objectif photographique et leur regard sur la mort et les blessures. Déjà, en 1914, l'image occupe une place remarquable et sa diffusion prend une dimension d'un phénomène de masse. La photographie, trace du quotidien en guerre, se transforme en un moyen que la presse, les individus et l'État vont utiliser tout au long du conflit pour partager ou faire de la propagande. Dans un monde où l'illustration joue un rôle essentiel, il n'est pas étonnant que la photographie s'impose rapidement dans la presse. Pendant 4 années, la photographie sera utilisée pour informer le public d'une manière novatrice. Pour la première fois, les lecteurs seront confrontés à travers les images à la violence et à la brutalité de la guerre. Montrer la mort devient le grand enjeu des éditeurs et des photographes. Les études historiques les plus récentes témoignent d'un intérêt accru pour l'aspect des enrées de la guerre. La grande majorité des projets d'exposition et de travaux scientifiques dans le cadre du centenaire de la guerre 14-18 donnent aujourd'hui une place importante au rôle des femmes tout au long du conflit et signalent qu'elles étaient en guerre. Les historiens nous rappellent que la réalité se trouve bien loin du brave poilu en danger et de la femme, figure idéale du soutien et du dévouement, attendant patiemment le retour du héros. Elle reste encore loin de la femme fragile, victime par excellence de la violence ennemie. Hommes et femmes ont souffert pendant toute la durée du conflit. Il reste évident qu'enfin la guerre ne finit pas au front. Elle a laissé bien des traces à l'arrière. La principale raison pour laquelle on considère que les femmes n'ont leur place au front est qu'il se manifeste la violence et la brutalité sur les lieux de combat. C'est donc sur cette conviction que se fondera la dichotomie spatiale faisant de l'arrière un espace en sécurité et du front le terrain des hostilités. Dès les premiers mois du conflit, la désillusion de la sécurité de la population civile se reflète dans les nombreuses images qui occupent les pages des journaux. Loin de mener une vie frivole et festive, les civils sont souvent confrontés aux attaques des ennemis, aux difficultés que la réalité guerrière provoque dans le quotidien. Ceux qui habitent les régions se trouvant près des zones combattantes sont obligés de vivre souvent sous les feux. Un cliché paru Le Miroir du 2 mai 1915 est indicatif. On y voit en premier plan des soldats se recueillant devant la tombe de leurs camarades au second plan, dans un champ, un vieil agriculteur en train de s'aimer au moment où au fond un abus semble avoir éclaté. Pendant 4 années, ce type de scène sera ordinaire et nous permet de comprendre les conditions dans lesquelles vit l'arrière. La presse montrera un intérêt particulier pour ce type de photographie. Il s'agit tout au long de prouver la barbarie des ennemis. Puis, ces clichés, dans leur majorité, mettant en scène la faiblesse des femmes, renforcent le rôle masculin des défenseurs d'un pays en danger. Nicole Eugene met l'accent sur ces contrastes visuels qui constituent d'un côté les images des femmes faibles, découragées, oiselles qui pleurent, et de l'autre celles des hommes bien équipés et armés. Dans le premier cas, ces figures féminines, épuisées, donnent l'impression qu'elles ont besoin d'aide et qu'elles ne pourront rien faire pour changer la situation dans laquelle elles sont plongées à cause de la guerre. Elles sont présentées comme étant les victimes absolues de la guerre. Dans le second cas, les soldats qui posent devant l'objectif avec leur armement ou en tant qu'acteurs de scènes d'action dont l'image d'hommes capables de contrôler la situation guerrière et de faire face aux différents dangers. Une diffusion sans relâche de ces clichés nous conduit à penser qu'elle n'est pas sans raison. Les contrastes visuels dont parle Eugene ne concernent pas seulement la juxtaposition des représentations féminines et masculines. Il s'agit également d'images des femmes d'avant-guerre qui contrarient celles de la période de guerre. Ainsi, les suffragettes actives et éduquées comme également les femmes charmantes et élégantes qui suivent la mode, principales actrices des illustrés de la Belle Époque, seront remplacées par des figures féminines en détresse, pitoyables et en danger.
Ces clichés, qui témoignent de l'énorme crise qui connaît le pays pendant 14-18, montrent que les jours de l'âge d'or du féminisme sont révolus. Hommes et femmes, au front comme à l'arrière, sont confrontés à la violence. Si les chiffres de statistiques nous rappellent que le poids de la mort a été majoritairement supporté par les hommes, les photographies de 14-18 ne nous font pas oublier que les multiples victimes féminines des bombardements et des hostilités des ennemis. Si l'épreuve de la mort peut être montrée dans les cas de civils à l'arrière, il n'en va pas de même pour les combattants et les infirmières. Nous remarquons ainsi la rareté des clichés montrant des femmes mortes sur le terrain du combat. Dans le processus de notre recherche, nous ne pouvons se référer qu'à un seul cliché mettant en scène un corps féminin tombé à la terre. Longtemps, dans l'histoire visuelle, les corps de femmes, plus précisément le sexe féminin, n'étaient représentés qu'avec une connotation érotique. Gustave Courbet, en 1866, avec son tableau L'origine du monde, a guidé en premier les regards du spectateur vers un autre aspect de la nature féminine, celui de la mère. Cette vision des femmes étant la source de la vie contrarie la réalité du temps guerrier où le corps de la femme est souvent violé. La photographie d'une soldate morte au front oriental nous fait penser au fameux tableau et nous conduit à réfléchir sur les raisons pour lesquelles ces clichés représentant des femmes mortes sont rares dans l'iconographie de la Grande Guerre. Évidemment, l'image du corps d'une femme ayant subi la violence choque et reste un sujet ambigu, presque tabou, dans la tradition iconographique. Ce vide dans l'iconographie guerrière pourrait être justifié si l'on pense aux caractéristiques qui font l'identité des combattants. Ils se trouvent au front, ils portent leur uniforme, mais leur rôle n'est pas encore clairement défini comme dans les cas des combattants masculins, dont la priorité est de protéger et de défendre la patrie, les enfants et les femmes. Les spectacles macabres prennent d'ailleurs des formes variées que les photographes saisissent tour à tour. Hommes et femmes deviendront des témoins de scènes particulièrement atroces. Mais on constate qu'il existe des rares clichés qui nous montrent la présence de femmes dans la foule entourante de cadavres découverts à terre. Les images mettant en scène de cadavres nous font voir les conditions dans lesquelles vivent les soldats quotidiens. Il s'agit d'un spectacle commun auquel, après quelques mois de combat, les individus semblent se familiariser. L'atroce bâillement du cadavre attire l'œil des soldats photographes, mais non celui des autres militaires. J'ai toujours su que je devrais voyager. Le désir était fort en moi depuis mes premières années. Quand on me demande quelle terre avez-vous le plus aimé, sans hésiter, je réponds la Russie, parce qu'elle m'a appris les sens du mot souffrance. C'est ainsi qui commence le récit de guerre d'une femme symbole de ce conflit, l'infirmière britannique Florence Farnborough, engagée dans les Croix-Rouges de l'armée impériale russe au front oriental. Florence Farnborough part au front en 1914 équipée de deux appareils photographiques qui l'aident à capturer sa guerre. Une grande collection de photographies, prises par elle-même, nous permet aujourd'hui d'aborder les regards féminins sur la mort et la violence du front. Les prises de vue de Farnborough se caractérisent par un intérêt particulier et exceptionnel. Elles nous donnent à voir la guerre avec les ravages humains et environnementaux que les attaques des soldats laissent derrière eux. Mobilisée à la fois auprès des zones de combat et des services sanitaires de l'arrière, elle ne prend pas l'occasion de saisir, avec son appareil, des scènes présentant les victimes humaines des hostilités. Sans indiquer la nationalité des cadavres tombés, elle est photographiée, malgré ses résistances personnelles. L'historienne Margaret Higonnet, à travers les courts extraits du carnet de guerre de Farnborough, évoque la surprise et la pudeur de la photographe amatrice devant la brutalité du spectacle de cadavres. Il ne faut pas oublier que, étant infirmière, Farnborough était familiarisée avec les corps blessés. Pourtant, ce qui attire son regard et qui la pousse à prendre la photographie, c'est l'interprétation de l'image qu'elle a devant les yeux comme une conséquence de la guerre. Photographier signifie témoigner pour ces enfants infirmières. L'appareil photographique devient le moyen par excellence pour lancer un cri de douleur et d'horreur lancé pour l'éternité.
Farnborough semble, d'une certaine manière, questionner, pour la première fois dans l'histoire du médium photographique, la capacité des images photographiques de faire arrêter la guerre. Ce questionnement sera renouvelé et posé les années suivantes par Virginia Woolf dans sa pièce du théâtre intitulée Les Trois Guinées. De nos jours, Susan Sontag reprend cette question à la base de son essai intitulé Devant la douleur des autres. Elle s'interroge: peut-on se mobiliser activement contre la guerre au vu d'une image ou d'un groupe d'images? Dans ce cadre, Farnborough veut montrer à l'arrière une réalité ignorée, présentée parfois masquée, apaisée par la presse et les sources officielles. Peu importe si la guerre tue des Russes ou des Allemands. Ce qui compte pour cette femme photographe, c'est que la guerre tue. Elle se focalise alors sur les résultats des opérations hostiles. Cette vision humaniste et pacifiste est également en évidence sur les clichés qu'elle a pris à l'arrière. La guerre conduit à la mort, à la détresse. Elle détruit les vies humaines. Elle laisse derrière elle des ruines et des cadavres. Elle provoque évidemment l'horreur et le dégoût de cette femme, témoin qui n'hésite pourtant pas à mettre en image la réalité de sa propre expérience. Pourtant, sa vision, on pourrait dire, est bien liée à son rôle d'infirmière. Nous pouvons supposer que si on avait l'occasion de voir la guerre à travers les regards d'une femme combattante, nous aurions évidemment une vision différente, probablement moins pacifiste. L'authenticité héroïque, peu réaliste des offensives menées glorieusement en 1914 conduit à des représentations plus populaires de poilus moins guerriers, mais plus humains. Les fronts s'humanisent progressivement et les prises de vue de blessés ou de cadavres déshéroïsent les combats pour leur simplicité pathétique. Les héros vétérans de sang de bataille deviennent ainsi des victimes horizontales, couchées, rampantes, enterrées dans les tranchées. En étudiant les représentations photographiques dans ces contextes, nous avons pu observer que les conflits inaugurent une nouvelle période pour l'utilisation du médium photographique. Tandis que par la presse, la photographie des guerres était limitée à l'exhibition des cadavres, c'est le cas de Matthew Brady, ou à la représentation de la vie militaire, cette fois, elle aborde un éventail plus large de vues. De plus, l'apparition d'appareils de petite taille qui facilitent le maniement par l'opérateur a permis l'accès à un plus grand nombre d'individus pour mettre en image des reportages de guerre par un regard qui fait émerger la souffrance et la perte. Pour la première fois, on a les regards féminins à travers les prises de vue des infirmières mobilisées. Ces femmes regardent et capturent la guerre. Elles diffusent leurs récits sur un terrain réservé jusqu'à ce moment-là aux hommes. Les points de vue se sont donc multipliés et diversifiés, ce qui aujourd'hui nous permet d'avoir un témoignage vraiment riche entre nos mains. Je vous remercie. On va les couper. Évidemment, donc